Merci d'être parmi nous aujourd'hui, mon frère. Merci infiniment. Je te remercie d'être arrivé ici. Je te prie de prendre le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car il y a des choses dont tu dois savoir. Nous avons été mis à l'épreuve à plusieurs reprises et nous n'acceptons pas les ultimatums ni les délais qui sont imposés. Ce qui nous importe, c'est de garantir les intérêts et les droits du peuple iranien. Et personne ne peut nous imposer de délai. Ces délais artificiels ne servent qu'à compliquer les choses. Et vous avez vu que ce délai a déjà été prolongé 2 fois jusqu'à présent. C'est pourquoi je pense que le président des États-Unis doit fondamentalement changer d'approche, car on ne peut pas s'adresser au peuple iranien avec le langage de la menace ou en parlant de délai. Le peuple iranien, un peuple grand et civilisé, doté d'une civilisation ancienne et d'une culture très riche, qui doit être abordé avec respect. Sinon, ils recevront une réponse, comme c'est le cas actuellement sur les champs de bataille. Parmi les points de discorde et de divergence entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran en ce moment, il y a le détroit d'Ormuz. Comment l'Iran envisage-t-elle le détroit en ce moment? Est-elle en train de chercher à le contrôler au sens propre du terme et à empêcher tous les pays de le traverser? Ou bien l'Iran a-t-elle une vision particulière pour gérer le détroit? Le détroit d'Ormuz, en réalité, se situe dans les eaux intérieures de l'Iran et du sultanat d'Oman, et non dans les eaux internationales. Par conséquent, il est naturel que les intérêts de l'Iran et d'Oman soient pris en compte en ce qui concerne le passage par ce détroit actuellement. De notre point de vue, le détroit est entièrement ouvert, mais il est fermé uniquement aux navires des parties qui sont en état de guerre avec nous. Et cela est naturel en temps de guerre, car nous ne pouvons pas permettre à nos ennemis d'utiliser nos eaux intérieures. Quant aux autres pays, c'est-à-dire les navires appartenant à d'autres États, certains s'abstiennent de traverser en raison de la crainte de l'instabilité dans la région, de la hausse des coûts d'assurance ou pour d'autres raisons. Certains d'entre eux ont engagé des négociations et un dialogue avec nous et nous avons mis en place des arrangements pour beaucoup d'entre eux, en particulier les pays amis, afin de leur permettre de traverser le détroit d'Ormuz en toute sécurité. Vous avez vu dans les médias les informations concernant les pays qui ont évoqué ce sujet après être parvenus à un accord avec l'Iran. L'Iran a pu mettre en place des arrangements pour leur assurer un passage sécurisé. Mais après la fin de la guerre, quelles seront les dispositions adoptées ici? Il était naturel que cette question concerne l'Iran et Oman. Bien entendu, nous prendrons également en considération les intérêts de nos autres amis dans la région et au-delà. De notre point de vue, le détroit d'Ormuz peut être un passage de paix, permettant une traversée calme et pacifique pour les navires de tous les pays. Mais, naturellement, assurer la sécurité de la région, garantir la sûreté du passage des navires, les questions environnementales, la manière de diriger les navires et d'organiser leur circulation, tout cela nécessite un système et des arrangements. C'est la responsabilité des pays riverains du détroit d'Ormuz, c'est-à-dire l'Iran et Oman. Mais il existe une menace américaine sérieuse de prendre le contrôle d'un groupe d'îles ainsi que de procéder à un débarquement terrestre. Du moins, c'est ce qui est rapporté par plusieurs médias américains dans le but de contrôler la région. Tout d'abord, comment l'Iran perçoit-elle cette menace? Et l'Iran est-elle prête à faire face à de telles menaces? En ce qui concerne cette question, j'y ai déjà répondu auparavant et j'ai dit que nous les attendons. Et je ne pense pas qu'ils aient le courage de le faire, car ils subiraient des pertes très importantes. Bien sûr, nous ne cherchons pas cela et nous ne voulions pas cette guerre. Nous ne l'avons pas commencée, mais nous nous sommes défendus. Et c'était une défense forte. Les pertes subies par leurs installations, leurs équipements, leurs radars dans la région, ainsi que leurs avions, en particulier les avions stratégiques. Vous avez vu ce qui est arrivé à leurs avions AWACS ou à leurs avions ravitailleurs. Nous savons très bien comment nous défendre et, dans la guerre terrestre, nous sommes plus expérimentés et mieux équipés. Nous sommes entièrement prêts à faire face à toute menace ou attaque terrestre contre notre pays, et nous espérons qu'ils ne commettront pas une telle erreur. Y a-t-il une vision plus large? On parle du fait que l'Iran pourrait peut-être étendre le champ de l'affrontement pour inclure Bab el-Mandeb et la mer Rouge. Y a-t-il vraiment quelque chose, au moins, en tant que diplomate qui évolue dans les coulisses de la diplomatie et des forces armées en Iran? À ce sujet, nous avons déjà dit que la question de Bab el-Mandeb concerne les pays de cette région et que le Yémen a ses propres politiques à ce sujet. Et tout comme les Yéménites ont déjà pris des mesures en soutien au peuple de Gaza et au peuple palestinien, s'ils décident maintenant de prendre des mesures également, cela leur appartient. Nous ne demandons rien à personne et nous savons très bien comment nous défendre. Nous n'avons besoin de personne dans ce domaine.
Mais si des groupes au Liban, en Irak ou au Yémen estiment devoir prendre des mesures en soutien au peuple iranien, cela relève de leur propre décision. Mais certaines informations disent que vous exigez que toute table de dialogue avec les États-Unis pour mettre fin à la guerre inclut tous les membres de l'axe de la résistance. Que voulez-vous dire par là? Oui, nous avons honoré nos hommes et nous avons brûlé. De notre point de vue, toute fin de la guerre doit être globale et complète dans toute la région. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de mettre fin à la guerre, nous parlons de la terminer en Iran, au Liban, en Irak, au Yémen et dans toute la région. Nous souhaitons la paix et l'absence de guerre dans la région et je pense que la région est d'accord sur ce point. Nous espérons que les États-Unis et l'entité sioniste comprendront cela et que la guerre doit se terminer dans des conditions qui assureront la paix dans toute la région avec des garanties pour qu'elle ne se répète pas. Est-ce que cela signifie que ces groupes, du Liban à l'Irak en passant par le Yémen, seront présents à la table des négociations? Avec vous? Avec les États-Unis d'Amérique, par exemple? Actuellement, il n'y a pas de plan pour entamer des négociations et aucune décision n'a été prise à ce sujet. Si une décision est prise, alors nous réfléchirons à cette question. Très bien, il y a maintenant une question fondamentale et importante dont on parle. C'est que la partie américaine parle d'un délai pour la guerre allant de 4 à 6 semaines. Et vous, en Iran, quels sont vos délais pour la guerre? Nous ne fixons pas de calendrier pour nous défendre. Nous continuerons à nous défendre aussi longtemps que nécessaire et nous défendrons notre peuple et notre pays de toutes les manières appropriées. Peu nous importe quelle politique nos ennemis suivent ou quel délai ils se fixent. Cela ne nous concerne pas. Qu'ils mettent fin à cette guerre complètement et définitivement avant de subir des pertes plus importantes. Certains disent que l'Iran est prêt pour 6 mois de guerre. L'Iran est-elle vraiment prête pour une telle durée de guerre? Surtout que les États-Unis et Israël parlent de cibler les systèmes de missiles et les systèmes de défense de l'Iran. Même dans ce cas, pendant au moins 6 mois, nous défendrons notre pays aussi longtemps que cela sera nécessaire. Il y a des déclarations américaines affirmant que les systèmes de missiles et les drones iraniens, qui selon les États-Unis visent les pays de la région, sont actuellement pris pour cible. Qu'en dites-vous? Ciblez-vous vraiment les États-Unis? Unis? Alors, d'où viennent ces missiles qui sont lancés et ces drones qui se dirigent vers eux? Il y a seulement 2 jours, un drone iranien bon marché a détruit un avion AWACS américain d'une valeur de 600 millions de dollars. D'où peuvent venir ces missiles et ces drones? Je pense qu'il faut prêter attention à la campagne médiatique menée par les États-Unis. Le monde voit que nos attaques se poursuivent de manière continue. Et ils n'ont pas réussi à les arrêter, ils n'ont pas pu ouvrir le détroit d'Ormuz, ils ont fait appel à d'autres pays et n'ont pas pu le faire. Et maintenant, ils supplient pour négocier. C'est pourquoi je pense que nous ne devons pas prêter attention à la propagande de l'ennemi. Et la réalité sur le terrain montre que nous avons préservé nos capacités défensives. Nos frappes contre l'ennemi se poursuivent avec force. Si des négociations devaient avoir lieu entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, quels sont, selon vous, les sujets qui, en Iran, seraient prioritaires à la table des négociations? Les Américains parlent du programme nucléaire, du programme balistique, des politiques régionales de l'Iran. Et vous, en Iran, quelles seraient vos priorités lors des négociations? Il n'y a pas encore de programme de négociation. Si un jour nous arrivons à ce point, nous définirons alors nos priorités. Avec moi, Monsieur le ministre, il y a une certaine inquiétude dans les pays de la région. Ils disent que si l'Iran affronte les États-Unis d'Amérique, pourquoi alors attaquer ces pays? Nous avons les pays du Golfe, le Koweït, le Qatar, le Sultanat d'Oman, le Royaume d'Arabie Saoudite, Bahreïn. Il y a donc une sorte de mécontentement, comme on dit chez les Arabes. Nous avons clarifié ce point à plusieurs reprises. En réalité, nous n'attaquons pas nos amis dans la région du Golfe Persique, mais nous visons les installations américaines, les forces américaines et les objectifs américains présents, malheureusement dans ces pays. Il peut parfois y avoir des dommages collatéraux, mais notre cible reste uniquement les objectifs américains présents dans ces pays. Et c'est une réalité que personne ne peut nier. Les États-Unis utilisent le territoire et l'espace aérien de ces pays pour attaquer l'Iran, et il existe de nombreuses preuves à ce sujet. D'ailleurs, les Américains eux-mêmes ont reconnu que des missiles HIMARS à courte portée sont tirés en direction de l'Iran. Mais d'où sont-ils lancés? Pas à partir d'une distance de 2000 km, mais bien depuis l'intérieur de la région. Et lorsque leurs avions décollent de leur porte-avions, où sont-ils ravitaillés en carburant? Ils n'ont pas d'autre choix, car le ravitaillement en carburant se fait en vol par des avions ravitailleurs américains stationnés sur leur base dans la région.
Et comme on le dit, 3 avions américains F-15 se sont écrasés accidentellement au Koweït. Mais on peut se demander, que faisaient-elles là-bas? Il est évident qu'elles utilisaient l'espace aérien koweïtien pour attaquer l'Iran. Le fait que les États-Unis utilisent les terres, l'espace aérien et les eaux de ces pays contre l'Iran est une réalité. Et nous ne frappons que les cibles américaines présentes dans ces pays, ainsi que les endroits qui fournissent des services à ces forces ou où elles se rassemblent. Les journaux américains ont reconnu que les soldats américains se cachent dans des hôtels et des bâtiments administratifs dans les pays du Golfe Persique. Cela signifie en réalité qu'ils utilisent les populations des pays du Golfe Persique comme boucliers humains. Pourquoi ne voient-ils pas ces réalités? Ce n'est pas nous qui avons commencé cette guerre, mais ce sont les États-Unis et l'entité sioniste qui l'ont déclenchée en utilisant leurs bases dans ces régions. Nos amis dans le Golfe Persique, au lieu de nous blâmer, devraient blâmer les États-Unis et l'entité sioniste et les condamner. Pourquoi n'ont-ils jamais condamné l'agression contre l'Iran? Au contraire, ils nous condamnent parce que nous nous défendons. Ce n'est pas juste. Nous souhaitons entretenir des relations fondées sur le respect et l'amitié avec nos amis de la région, et nous respectons la souveraineté arabe sans leur manquer de respect. Contrairement aux Américains qui ont proféré des insultes grossières à l'encontre des dirigeants des pays du Golfe Persique. Nous leur parlons avec respect et nous désirons des relations amicales. J'admets que nous aurons des difficultés à rétablir la confiance à l'avenir, mais j'ai confiance qu'en tenant compte de notre bonne volonté, des valeurs islamiques présentes dans les pays arabes et des objectifs communs que nous partageons pour la sécurité de la région du Golfe, nous pouvons reconstruire la confiance dans le Golfe Persique. Nous vivons ensemble dans cette région et sa sécurité doit être entre nos mains. La présence des bases américaines a prouvé qu'elle n'apporte pas la sécurité, mais qu'elle y est opposée. La sécurité de la région, nos amis qui se plaignent d'être attaqués devraient se plaindre des États-Unis. Pourquoi leurs bases n'ont-elles pas pu les protéger et sont-elles même devenues la cause de leur insécurité? S'il n'y avait pas de bases américaines en Arabie Saoudite, au Qatar, au Koweït et ailleurs, ces pays n'auraient subi aucune attaque. La présence des bases américaines dans la région nuit à sa sécurité. À l'avenir, nous devons parvenir ensemble à une décision commune afin de vivre dans une sécurité collective. La sécurité nécessite un cadre régional collectif. Il n'est pas possible qu'une partie bénéficie de la sécurité tandis qu'une autre n'en profite pas. De même, la prospérité, le progrès et le développement doivent être inclusifs. Si nous voulons une paix durable dans la région, nous devons nous passer des puissances étrangères et nous devons compter sur nous-mêmes et construire la sécurité à travers des accords sécuritaires et économiques entre nous. Et j'espère, et je suis convaincu que la sécurité sera plus durable de cette manière. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci infiniment. Merci, mille merci. Je te prie de liker, de commenter, de partager. Surtout, mon frère, donne-moi ton avis en commentaire. Donne-moi ton avis. Cela est important. Et mets un pouce bleu pour rappeler aux algorithmes de YouTube que nous travaillons et que vous nous suivez. Je te remercie d'être passé par ici. À plus.